Le prédicat de Rousseau de la bonté naturelle de l'homme n'enferme pas l'individu dans une condition. Quand Hobbes ou Girard affirment que l'homme est naturellement mauvais, ils imposent un carcan. Je partage votre analyse. La conception de Rousseau reste une perspective optimiste sur la nature humaine. La conception de l'homme comme naturellement mauvais de Hobbes et Girard est quant à elle une vision pessimiste. Cette conception peut conduire au fatalisme, car elle induit l'idée d'une violence inévitable. Peux-tu rappeler qui est Hobbes? Thomas Hobbes est un philosophe et théoricien social anglais qui est connu pour sa philosophie politique exposée dans son livre Léviathan, publié en 1651. Peux-tu proposer un résumé de sa philosophie? Hobbes soutient que les êtres humains sont fondamentalement égoïstes et que la vie dans l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Pour échapper à cette guerre permanente, les individus doivent renoncer à une partie de leur liberté qui sera remise entre les mains d'une autorité souveraine. Cette autorité souveraine, c'est le Léviathan, non? Le Léviathan est l'entité s'appropriant la liberté individuelle pour assurer le maintien de l'ordre et garantir la paix. Chez Hobbes, il y a une focalisation sur le principe de concurrence que l'on retrouve aussi chez Girard, dans sa théorie de la mimésis, non? En effet, les deux penseurs voient la concurrence comme un problème fondamental de la société humaine, même s'ils proposent des développements très différents. Pour Hobbes, les êtres humains sont fondamentalement égoïstes. Il soutient que les individus ne sont motivés que par le désir de pouvoir et d'autoconservation. Cela signifie qu'ils sont constamment en concurrence les uns avec les autres pour les ressources et le statut. Et Girard? René Girard, quant à lui, voit la concurrence comme un aspect de la mimésis qui peut conduire à la rivalité et à la violence entre les individus. Dans son ouvrage Léviathan, Hobbes soutient que l'État souverain est celui qui a le monopole de la violence. Il définit la violence légitime comme la violence exercée par l'État dans le cadre de la loi. Oui, et ce principe sera repris et développé par le sociologue allemand Max Weber dans son livre Le savant et le politique, publié en 1919, pour définir l'État comme une communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage légitime de la force physique sur un territoire donné. La loi va s'imposer là où la morale demeure informelle. L'émergence de l'état de droit est liée à la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Dans la plupart des systèmes juridiques laïques, la loi est formelle, codifiée et appliquée par des institutions gouvernementales, tandis que la morale demeure informelle en restant davantage liée à une croyance et des convictions personnelles ou religieuses. Pourquoi la morale a une prise si puissante sur les trajectoires individuelles? La morale joue un rôle crucial dans la structuration de la vie sociale et individuelle. Elle fournit un cadre de référence pour évaluer les actions comme bonnes ou mauvaises, justes ou injustes. La conformité à ces normes morales peut apporter une validation sociale et renforcer le sentiment d'appartenance. Les valeurs morales sont transmises de génération en génération. En effet, adhérer à certaines valeurs peut renforcer le sentiment d'appartenance et de continuité personnelle. Les principes moraux peuvent répondre à des besoins émotionnels tels que la sécurité, la confiance et le sentiment de justice. La morale demeure néanmoins liée à la notion de loi. Il suffit de se remémorer les tables de la loi. Les 10 commandements ou décalogues sont un ensemble de 10 lois religieuses considérées comme une source de morale transmise à Moïse sur le mont Sinaï. Est-on libre d'ignorer la morale? Ignorer la morale peut avoir des répercussions psychologiques en créant des conflits internes et un sentiment de culpabilité. Les choix contraires à la morale peuvent également altérer les relations, entraînant une perte de confiance et de respect mutuel. C'est depuis les aventures d'Adam chassé du paradis que nous aurions appris à distinguer le bien du mal. Selon la tradition biblique, Adam et Ève ont désobéi en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance. Cette désobéissance est souvent interprétée comme le point de départ de la capacité humaine à discerner entre le bien et le mal, acquérant ainsi une conscience morale. Pour être libre, faut-il aller par-delà le bien et le mal? Nietzsche avance l'idée que la véritable liberté réside dans la capacité de créer ses propres valeurs au-delà des normes morales préétablies. Les valeurs morales traditionnelles, telles que la bonté, la justice et la vérité, sont des illusions. Elles sont simplement des constructions sociales qui servent à maintenir l'ordre établi. Quelle est la voie à suivre?
Les individus devraient suivre leurs propres désirs et aspirations, sans se soucier des conventions morales, dirait Nietzsche. La liberté est-elle liée à la volonté de puissance? Pour le philosophe, la volonté de puissance est la force fondamentale qui anime l'univers tout entier. La liberté est le fruit de la volonté de puissance et par conséquent, l'individu libre est celui qui est capable de s'affirmer et de se réaliser pleinement. Il est celui qui est capable de suivre sa propre voie sans se laisser dicter ses actions par les autres. Avec quelles conséquences? La volonté de puissance est source de la créativité et de l'innovation. L'individu libre est capable de penser par lui-même et de prendre des risques. Il est capable de créer de nouvelles choses et de changer le monde. Il est capable de résister à la pression sociale et aux conventions. La volonté de puissance demeure une idée ambivalente. Nietzsche pense que la volonté de puissance est une force positive qui conduira à la création et à l'affirmation de soi, mais il reconnaît également qu'elle peut être destructive si elle est utilisée pour dominer les autres. L'existentialisme peut-il être combiné avec ce concept? Oui, l'existentialisme met l'accent sur la liberté et la responsabilité de l'individu, tandis que la volonté de puissance met l'accent sur la force et l'énergie qui motivent l'action humaine. Comment faire fonctionner l'ensemble? Les deux concepts peuvent être combinés pour créer une vision de l'être humain comme un être libre et responsable, mais qui est également motivé par des forces profondes et inconscientes. Quand Camus affirme que l'existence humaine est fondamentalement absurde, dépourvue de sens intrinsèque, il reprend une idée de Nietzsche, non? Albert Camus a été influencé par la pensée de Nietzsche, notamment par sa conception de l'absurde. Peux-tu préciser? Friedrich Nietzsche a soutenu que la vie humaine est absurde parce qu'elle est régie par deux forces opposées, la volonté de puissance, qui pousse l'individu à agir et à créer, et la mort, qui met fin à toute existence. Cette opposition crée un sentiment de tension et de conflit qui est à l'origine de l'absurde. Et pour Camus? Albert Camus a repris cette idée en affirmant que l'absurde est la confrontation entre l'homme, qui est un être rationnel et conscient, et un monde qui est absurde et dépourvu de sens. Sachant cette confrontation source de souffrance et de désespoir, comment peut-elle être une source de création et de liberté? L'homme ne peut pas échapper à l'absurde, mais il peut choisir sa manière de le vivre. Il peut soit se résigner à l'absurde et vivre une vie sans but ni signification, soit choisir de défier l'absurde et de créer son propre sens de la vie. Camus soutient l'idée que l'homme peut trouver une certaine valeur dans ce qu'il nomme la révolte. Dans son essai « L'homme révolté » publié en 1951, Albert Camus propose la révolte comme une réponse à l'absurdité de l'existence. Comme un refus de l'acceptation passive du monde tel qu'il est, la révolte est un acte de protestation contre l'injustice, l'oppression ou l'absurdité.